La Provence pour moi c'est le soleil, c'est la garrigue, voilà, c'est les senteurs de romarin, de fenouil. Voilà, c'est juste un terroir juste incroyable. Il faudrait être aveugle pour ne pas être touché par un tel paysage. Ces paysages, je les ai parcourus pendant 3 jours, à travers les roches polies et les oliviers centenaires de Provence. Moi, Valentine, férue de gastronomie et amoureuse de nos régions, je me suis donné une mission. Voyager au cœur de nos terroirs, à la rencontre de ceux qui les façonnent. Pour me guider, je vais faire appel à de grands chefs qui connaissent leur terroir sur le bout des doigts. Aujourd'hui, c'est un chef triplement étoilé qui me fait découvrir son univers. Un peu intimidée au premier abord, j'ai en fait découvert un bon vivant, à la fois simple, accessible et malicieux. Ce chef, c'est Glenn Viel. Moi, ça ne me dérange plus qu'une carotte ne soit pas droite. Ça ne me dérange pas que tout ne soit pas pris à l'emporte-pièce. Moi, je pense qu'en fait, quand tout est carré, c'est chiant, c'est ennuyeux, ça manque d'âme. Ouais. Et ici, voilà, regardez, il n'y a rien de... Tout est déstructuré, mais tout fonctionne bien. Et c'est vrai que voilà, moi, je me plais ici parce que je crois que ça me correspond. Suivez-moi au cœur du terroir provençal. Quand je suis arrivé ici, la première fois que je suis rentré à l'Hosto de Baumanière, j'ai tout de suite su que ça se passerait ici. Je me suis tout de suite dit j'aurais 3 étoiles ici. Et alors, est-ce que ce projet de potager, est-ce que c'est la 3e étoile qui t'impose cette exigence ou ça répond à une philosophie plus personnelle? Vous savez, la 3e étoile, elle vous impose rien, je crois. Hein. Il ne demande rien. Hein. C'est toujours plus simple d'appeler son fournisseur de tomates en disant voilà, il me faut demain des tomates, il faut ceci, cela. C'est ce qu'on fait quand même principalement aujourd'hui, mais c'est ce que je voudrais surtout, dans les années à venir, ne plus faire. Enfin, le début de la recette, elle se passe ici, quoi. C'est-à-dire que quand on a compris le sol, on sait ce qui est bon, et on sait ce qui est de valorisant et sur lequel il y a une vraie plus-value. Je trouve que voilà, ça se ressent dans l'assiette. Calcul mathématique, là, le fait de mettre des tomates au milieu, entre chaque, de pas toutes les mettre au même endroit? Ouais, c'est un peu l'idée de la permaculture. Il y a des arbres fruitiers, dans les petits bacs ici, il y a toutes les herbes aromatiques. Donc voilà, mais on est tout bébé, moi. Moi, c'est quelque chose que j'apprends là. Hein. Je suis en CAP première année là. Jardinerie? Ouais, c'est ça. Mais c'est cool, hein, j'apprends plein de choses et ça fait plaisir. Hein. Franchement. Ça fait combien de temps que tu l'as développé, ce potager? Bah, on va dire 2 ans, mais en même temps, il y a le Covid dedans, quoi. Bah ouais. C'est difficile. On va prendre le temps, c'est pas grave. Bonjour, monsieur Charial. Bonjour Valentine. Alors, bonjour Glenn. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci beaucoup de nous accueillir Je ici vous en déjà. prie. Donc on vient de retrouver monsieur Jean-André Charial qui est le propriétaire des lieux. Quand vous mettez en place ce potager il y a une 40aine d'années, est-ce qu'à l'époque déjà il y avait une conscience écologique? Il y avait oui, une conscience écologique, c'est sûr, hein, mais bon, au départ, c'était plus pour avoir des légumes exceptionnels que dans un esprit écolo. Bon, tout de suite, moi, il a toujours été bio le potager, donc c'est vrai que cette conscience, on l'a eue. L'idée, c'est d'avoir des légumes qu'on ne peut pas trouver sur le marché. Je pense qu'on était encore dans des années assez prospères, il y avait encore une belle agriculture, et puis d'un coup on est rentré dans l'industrialisation, on est rentré dans le volume, etc. Et on a perdu cet amour de la terre. Et vous avez bien accueilli le fait qu'il veuille un petit peu plus développer le potager? Ah oui, bien sûr, bah, c'est tout à fait dans l'esprit de tout ce que j'ai fait depuis 50 ans, hein, donc moi je suis ravi. Hein. Je suis plus que ravi, enchanté. Artisans, apiculteurs, éleveurs, agriculteurs, ici tout est local, tout respire l'authenticité provençale.
Des relations fortes et durables entretenues par le restaurant, dont découlent parfois des amitiés. Et justement, Glenn tient à me présenter un homme qui, lui aussi, cultive la terre de Provence. Exactement, c'est Henri de Pazis qui fait avec passion et amour du blé ancien. Oh, I get blue in the morning, I get blue in the evening too, yeah. Moi, j'ai fait le choix de travailler ce qu'on appelle des variétés anciennes. C'est des variétés qui ont été sélectionnées par des paysans pendant les 12 derniers milliers d'années. Et donc, du coup, vous avez pris un peu le contre-pied de l'agriculture intensive qui favorise le monovariétal. Pourquoi vous vous êtes tourné vers la diversité ? Sans diversité, rien ne résiste au moindre choc, qu'il soit un choc de climat ou d'une maladie quelconque. Et si à un moment une variété est attaquée, ou par une maladie ou un insecte, ou qu'elle a souffert d'un moment du climat, il y a une autre variété qui, elle, n'aura pas souffert parce qu'elle est un peu plus tardive ou un peu plus précoce. Elle a d'autres capacités, d'autres résistances. L'agriculture conventionnelle, l'agriculture industrielle, d'ailleurs la société moderne, c'est une société dans laquelle on pense qu'en mettant tous les œufs dans le même panier, on va obtenir le meilleur rendement. Eh bien, ça n'est pas vrai. Dans le champ de blé ici, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Il y en a une très importante qui est la moutarde sauvage. On n'a pas de moyen véritable de lutter de manière frontale contre cette plante. Elle est là, elle est invasive. Elle joue un rôle, hein, parce que par exemple là, on voit bien qu'elle tient le blé, elle fait que le blé ne s'est pas couché malgré le vent, les coups de pluie qu'il y a eu, etc. Parce qu'elle est très solide. Et cette année, on va faire des premiers essais qui vont être quand même vraiment amusants. C'est que comme quand on moissonne le blé, on ramasse également la graine de la moutarde. Et on va les trier cet été, enfin dès qu'on va avoir moissonné dans les jours qui viennent, et on va essayer de faire de la moutarde avec Glenn. Je pense que notre avenir comme espèce humaine, ou comme espèce animale, on est d'abord des animaux, il est purement conditionné à la capacité que nous aurons à de nouveau habiter en intelligence avec la terre, en intelligence avec la nature. Si on ne fait pas ce mouvement-là, je ne donne pas cher de notre survie. Listening to birds outside my window, I pray, oh Lord, put a heart song on me. Glenn, pour finir notre périple, je te propose d'aller dans un endroit qui fabrique un produit typiquement provençal. L'huile d'olive, c'est ouais. ça? Bon bah c'est parti Ça te alors. dit ? Allez, let's Allez. go. Là, je crois qu'on peut pas faire plus représentatif du terroir provençal, là. Ouais, je crois. Ouais, il y a les oliviers, il y a les cigales. Même au son. Hein. Bon, on est où, là, Glenn? On est au moulin de Castellas, voilà. Donc on a une huile d'olive ici qu'on utilise au restaurant. Alors, tu sais que moi, j'ai rencontré pas mal de gens, des chefs, des amoureux de la gastronomie. En fait, ils te définissent tous de la même manière. Ils m'ont tous dit le même mot. Ils te définissent comme un aubergiste des temps modernes. T'en penses quoi, toi? Qui a dit ça? Ah bah, je veux pas te dire. Non, mais peu importe, oui, bah, on est tous des aubergistes. Enfin, on est tous que tu peux travailler dans les plus grands palaces parisiens ou dans un bistrot de bord de plage. On a tous ce côté aubergiste. Ça définit tous mes confrères, enfin tous les amoureux du bien fait, du bien manger, des amoureux de ceux qui aiment les autres en fait. Ouais. Voilà. Comment tu définirais ton métier, toi? Moi, c'est la création qui me pousse à faire ce métier. Bien sûr, c'est de faire plaisir aux gens, mais c'est de découvrir et d'apprendre, mais surtout de savoir qui je suis en fait. Moi, en fait, grâce à ce métier, je me suis trouvé quoi. Et c'est pas facile, hein. Je pense qu'on peut arriver à la fin de sa vie et de pas savoir qui on est. Et moi, en arrivant à Beaumanière, il y a 5, 6, 7 ans maintenant, voilà, j'ai commencé à me trouver et finalement, j'ai réussi à m'épanouir dans un lieu, un biotope qui me correspond, quoi.
incarne dans un de ses plats signature, le rouget agrafé. Le rouget est à la carte depuis toujours ici. C'est un grand classique de Lousteau de Baumanière. Glenn se l'est réapproprié pour en faire une création à la fois inédite et respectueuse du patrimoine de la maison. C'est cette harmonie, ce dialogue entre tradition et modernité que je veux vous raconter. Et comme pour toutes les grandes recettes, l'histoire commence loin des cuisines, entre les mains des producteurs. Salut Mathieu. Ça va? Comment ça va? Très bien. Toi, t'es bien réveillé, t'as l'habitude, non? Ouais, c'est ça. Tu as aimé, je te donne un coup de main. Ah, c'est gentil. Bon, alors attends, on a besoin de quoi là pour aller Mais pêcher il du manque rouget? que la glace, on t'a tout préparé. Ah, Allez, go. magnifique. Bon alors, on se dépêche, hein. On y va. C'est parti. Tiens, les gars. Bon, alors le rouget. Déjà, ça se pêche où? Alors le rouget, ben, on a plusieurs types de rouget nous, dans notre zone. On a le rouget de sable, le rouget de roche et le rouget qui vit dans le milieu mélangé entre la roche et le sable. Et alors, c'est quoi la technique traditionnelle pour le pêcher? Alors la technique la plus répandue, c'est celle au filet, mais moi je suis pas fan. Un beau rouget fait 300 grammes, donc on met des petites mailles. Et dedans, moi j'appelle ça des prises accidentelles et on pêche beaucoup trop de poissons qui ne sont pas du rouget et qui n'ont pas de valeur marchande. Donc tuer du poisson pour eux, moi ça m'intéresse pas trop. C'est quoi les conditions optimales pour pêcher le rouget? Je te les donnerai pas. C'est un secret? Secret de pêcheur? Ouais. Ok, j'ai compris. Là, tu vois, le soleil il est en train de se lever. Il faut que d'ici 20 minutes, là, on va arriver, il nous reste encore un filet à tirer. Et au lever du soleil, on soit directement sur le casier pour voir ce que ça donne. Got the feeling in your bones, make you feel right at home. Honey, does it well, keep me dancing till I'm dead. 'Cause I could run a mile a day. Alors, explique-nous ce que c'est exactement la pêche au casier. C'est comme un palang, tu as une ligne mère, donc ça c'est la ligne mère qu'on a dans les mains. Ouais. Dans pas longtemps, on va voir le premier casier arriver. Attention, attention, roulement de tambour. Hop là. Eh non. Ça mange quoi un rouget? Et non, je ne sais pas sinon. Ah ouais? Et non, ça me fonctionne. En fait, le rouget, c'est comme. Ça gratte dans le sable, donc ça peut manger. C'est un genre de carnassier, donc ça peut manger un peu de tout. D'accord. C'est vraiment en fonction des saisons. Et cette année, on n'a pas trouvé encore l'appât de prédilection. Là, il y en a un peu. Il y a du rouget. Une fois les poissons sortis de l'eau, Mathieu a sa petite technique. Il les plonge dans de l'eau glacée pour faire descendre doucement leur température corporelle. Les poissons finissent par s'endormir et meurent ainsi sans souffrir. Je crois que j'aurais jamais pu goûter un poisson aussi frais là. Cette technique importée du Japon s'appelle korjime et permet de conserver une meilleure qualité de la chair. Surtout, c'est sur un poisson qui tient et tu vois des fibres. C'est fou. Ah ouais. Ça a un goût. Ça a une T'as vu la texture comment elle est? incroyable. C'est quoi toi ta définition du terroir? La définition du terroir, c'est ce qu'on représente, ce qu'on essaye de représenter chaque jour. Un lieu d'échange, de partage et surtout de valeur et qu'on essaye de représenter le plus souvent possible et de garder une ligne de conduite au chaque moment de l'année. C'est un poisson qui est beaucoup demandé, qui est très apprécié des clients? C'est ça, c'est beaucoup demandé, mais malheureusement, comme tu as pu le voir, il ne faut pas rêver. Hein, parce que c'est justement là où c'est important à tous ces chefs et c'est un message que j'aimerais leur passer. C'est qu'il y a des poissons bien sûr signature et qu'on comprend que certains clients demandent, mais qu'à un moment donné, il faudrait qu'ils se penchent sur d'autres poissons un peu moins connus et qu'il y a beaucoup plus en abondance, ça serait facile pour tout le monde et ça serait vraiment dans le cadre de la durabilité et un travail bien fait dans tous les sens. Je suis convaincue que valoriser le terroir, c'est d'abord vouloir le préserver. Magnifique. C'est avoir conscience que les ressources ne sont pas infinies. C'est promouvoir des femmes et des hommes
qui agissent au quotidien dans le respect des écosystèmes. C'est s'inspirer de savoir-faire qui n'ont pas encore disparu. C'est accepter, enfin, de regarder un peu derrière nous pour mieux réinventer demain.